Bienvenue à un autre CEO Wisdom Podcast. On a Émeric Frémont avec nous aujourd'hui. Il est directeur général et partner à Dialecta. On va parler d'agence. Émeric est à Montréal présentement, d'où je suis natif. On va avoir beaucoup de plaisir. Si vous voulez démarrer votre podcast, vous pouvez aller sur le site de mon agence qui est podpire ou podpire.com. Si vous voulez, bon, démarrer un podcast, scaler un podcast, trouver des sponsors pour votre podcast ou être invité à d'autres podcasts. Les podcasts sont fantastiques si vous voulez apprendre plus rapidement. Si vous voulez agrandir votre réseau de contacts, c'est la meilleure manière. Si vous voulez générer des leads ou des clients, vous pouvez aller sur podpire.com. Émeric, content de t'avoir sur le pod. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi et Dialecta? Oui, merci de m'avoir invité, Charles. Émeric Frémont, je travaille chez Dialecta depuis 10 ans. Je suis rentré tout en bas de l'échelle. J'étais vraiment un stagiaire, puis je suis monté et je suis allé ouvrir un bureau à l'étranger, une filiale. J'ai découvert qu'est-ce que c'était de recommencer from scratch, d'avoir rien du tout et de devoir tout développer. Donc, c'était il y a 5 ans et j'ai ouvert les bureaux de Dialecta à Paris. Et je suis rentré à Montréal là depuis quelques mois. Pourquoi? Ah, pour ma femme, pour suivre ma femme. Puis, comment est-ce que ton rôle a changé à Montréal vs en France? Parce qu'en France, tu dirigeais l'équipe au complet. Donc, nowadays, comment est-ce que ton rôle a changé slash a de l'air? Ouais, c'est ça. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup plus un rôle de marketing vente. Je m'implique sur les questions d'aller chercher de la business. C'est le rôle des partners. Sinon pour les équipes, c'est beaucoup plus high level. Donc, on va s'il y a des grosses questions, des gros problèmes, voir plutôt le futur que le day to day. Puis, Dialecta, je veux dire, il y a beaucoup d'agences à Montréal. Comment est-ce que vous vous distinguez? Qu'est-ce que vous offrez? À quel prix? À quel type de clientèle? Ouais, c'est une bonne question. C'est pas facile de se différencier dans le monde des agences. C'est exactement ce qui nous est arrivé quand on était en France. À Montréal, on a une super belle notoriété. Il y a du bouche à oreille, ça va bien. En France, personne nous connaissait, personne nous attendait. Donc, on a dû se poser les questions. On a beaucoup de choses qui nous différencient, mais pour pouvoir les dire rapidement. La première chose, c'est que on est historiquement une agence média. Et aujourd'hui, on est une agence média 360 plus. Donc, on fait de la mesure, data analytics, on fait du SEO, donc du référencement organique, et on fait du média traditionnel et payant. Puis nous, on croit que cette base-là, tout ça ensemble, c'est le mix optimal pour aider les clients à atteindre leur ROI maximal. Et que si on n'a pas la mesure, si on n'a pas du organique, ben, en fait, on va mettre des dollars, on va investir des dollars au mauvais endroit, où on va pas savoir est-ce qu'ils sont investis au bon endroit. Et donc, on aura des résultats qui seront assez moyens. Donc, nous, c'est vraiment cet écosystème plus une méthode comme la méthode agile, finalement, appliquée au marketing digital, avec des tests A/B, de la mesure, pour progressivement, incrémentalement, se rapprocher du ROI optimal de nos clients. Vous avez plusieurs grands clients. Je vois ici Desjardins, je vois Telgen. Puis shout out à David Chartrand, un de mes vieilles amis, qui a aussi une agence qui est à Montréal, puis qui deal avec Telgen aussi. Comment est-ce que vous avez fait pour acquérir ces logos-là? Quelles ont été vos techniques de vente? C'est une bonne question. Nous, historiquement, on travaille beaucoup sur des modèles de partenariat avec des agences de création. Des gros clients qu'on a eu pendant longtemps comme Vidéotron, c'était via une autre agence. Desjardins, on a été sur l'appel d'offres avec une autre agence aussi. On a Bell Media avec qui on travaille depuis très longtemps. Donc, c'était beaucoup par des partenariats. Ça nous va très bien. Historiquement, on était l'arme blanche l'arme secrète, pardon, des agences médias. Quand le digital a commencé, c'est nous qui étions leur département digital. Puis, au fur et à mesure, on a décidé de se mettre plus de l'avant, de travailler en direct. Et donc maintenant, nos- notre développement des affaires, il se fait beaucoup plus par du outreach et par des appels d'offres pour tout ce qui est gros clients. Les appels d'offres, il y a tout récemment, j'imaginais un AI que je pourrais dire, dans le fond, donne-moi tous les meilleurs contrats dans la niche industrielle, par exemple. Puis l'AI irait actuellement
mettre toutes mes informations dans ces appels d'offres-là parce qu'on sait qu'elles peuvent prendre beaucoup de temps. Bien évidemment, que le meilleur gagne habituellement dans les appels d'offres, il faut que ça soit bien rempli, tout ça, mais qu'est-ce que tu penserais de l'idée d'un AI qu'on pourrait programmer puis qui irait maximiser le taux d'obtention de ces appels d'offres-là? Oui, alors grosse question. Pour les appels d'offres des agences de création, il y a de la création, donc le AI est peut-être moins pertinent. Pour nous, c'est sûr que tout peut être rempli par AI quasiment. Le problème, c'est que si on utilise, imaginons ChatGPT pour remplir un appel d'offres et que tous nos concurrents font la même chose, le client va se retrouver avec 5 fois la même proposition. Donc forcément, on peut travailler des prompts, construire aussi des données qu'on feed finalement. À l'intelligence artificielle pour qu'elle fasse une meilleure réponse. Mais en général, ça fait quand même des réponses qui sont assez grises. Et dans un appel d'offres, nous, en tout cas, notre façon de voir les choses, c'est qu'il faut se démarquer, se différencier. Et on préfère être une chance sur deux parce que soit on nous aime, soit on nous aime pas, plutôt qu'une chance sur cinq s'il y a cinq agences. Et pour réussir à être une chance sur deux, juste avec de l'AI, c'est pas facile. Après, on va pas se mentir, on l'utilise dans notre job au quotidien. Donc, pour des appels d'offres, elle peut nous aider à structurer un passage, etc. Mais pour se différencier, c'est certain qu'on ne peut pas juste passer par ça, au moins pour l'instant. C'est quoi la différence entre le buying culture en France versus au Québec? Parce qu'au Québec, vous avez déjà une notoriété, comme tu as dit, vous avez déjà des clients, mais si j'aurais à commencer dans un marché, lequel serait le plus facile pour moi, celui du Québec ou de la France? Définitivement celui du Québec. Et pas parce qu'on a commencé ici, mais il y a pour deux raisons. Déjà, en publicité, la France, c'est un des marchés les plus difficiles. Dans les Big Four, les Big Five, des plus grosses agences, elles sont toutes à Paris et il y en a deux ou trois qui sont originaires de France. Donc, c'est des marchés qui sont extrêmement stratégiques et politiques pour eux. Donc, c'est très difficile pour une agence indépendante ou pour un nouveau joueur d'être en France. Et la deuxième raison aussi, c'est que en France, tous les clients veulent de la nouveauté, ils veulent de l'exclusivité, mais ils veulent aussi que ça ait déjà été testé sur leur marché et dans leur niche. Donc, on rentre dans quelque chose d'un peu infernal où c'est comme, ah, mais tout le monde l'a déjà fait, donc j'en veux pas, mais je veux quelque chose de nouveau, mais t'as pas de proof of concept. Alors que au Canada, en Amérique du Nord en général, on fait beaucoup plus confiance au concept, on va être prêt à le tester. Et donc, si tu as envie de lancer une agence, bah, tu peux tester avec des clients, même des gros clients, et ça va être plus intéressant et plus facile. Puis plus rapidement, tu vas construire tes case studies avec eux. Tu es un gars de plusieurs passions, donc la voile slash sailing, la photographie, tu es aussi un professeur. Euh, donc, comment est-ce que tu vois toutes ces sphères-là de ta vie? Est-ce que tu es de ceux qui croient que bon, de la diversité puis la créativité d'un point de vue carrière ou vie personnelle peut amener de la valeur d'une sphère à une autre dans ta vie? Ouais, tout le monde réfléchit comme il réfléchit. Moi, ma façon de réfléchir, c'est de faire des liens entre tout ce que j'entends, tout ce que je vois, etc. Donc, c'est super important de me fider autre part. Donc, d'aller chercher d'autres choses qui soient pas toujours la même bulle, la même information que tout le monde. Euh, donc, il y a ça déjà. Ensuite, l'enseignement, c'est quelque chose que je me suis donné aussi comme objectif de carrière, c'est de redonner, de faire connaître notre métier qui est pas très connu. Donc, ça me plaît beaucoup. Et je trouve, j'ai découvert quand je faisais du bateau que je donnais des cours de bateau et que j'apprenais beaucoup mieux en apprenant aux autres. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui permet de structurer sa pensée, etc. Puis après, le sport, c'est super important pour moi, surtout la voile, c'est un espace d'évasion. J'ai fait la transatlantique, donc de Miami jusqu'à Marseille. Puis là, c'est vraiment un moment extraordinaire aujourd'hui où tu peux déconnecter, pas avoir de email, pas avoir de message texte pendant 2 mois. Ça n'existe pas autre part, ça, je crois. Quels sont tes trois top goals pour le reste de cette année? Oui, là, accueillir mon bébé, déjà, ça va être un premier, premier goal qui va être pas mal. Deuxième goal, j'ai envie de refaire un marathon. J'en ai fait un, j'ai fait celui de Montréal que je trouve pas très le fun. Donc, il faut que j'en trouve un autre qui soit le fun pour pouvoir le refaire. Troisième objectif, dans la partie business, bah, ça va être de vraiment réussir
à structurer la France pour pouvoir y passer le moins de temps possible et me concentrer vraiment sur Montréal. Le marathon, il était peu plaisant à cause que tu étais moins en forme ou parce que des fois, je veux dire, un marathon, c'est assez difficile, right? Les 10 derniers kilomètres, surtout, là, ça peut être assez pénible d'un point de vue corps qui allume les lumières de douleur à droite puis à gauche. Donc, comment était ton expérience de dernier marathon? Ouais, moi ça a été pénible bien avant, mais c'est pas pour ça que j'ai pas apprécié Montréal, c'est parce que Montréal c'est des allers-retours sur des longues lignes droites. Et je trouve ça très déprimant de faire un pas en avant et que chaque pas en avant, tu vois vraiment que ça t'éloigne de là où tu es censé arriver. Donc ça, j'ai pas aimé. Physiquement, ça a été horrible, bien sûr. Mais ça, quand on a couru le marathon, on sait que c'est pas plaisant et pourtant, on y retourne. Ouais, mais je me souviens, je pense que c'était mon deuxième ou troisième marathon à Funchal, à Madère, qui est une île portugaise. C'était des loops, donc c'était comme deux ou trois grandes loops et quatre petites loops. C'était de la merde, comme on dirait en bon keb, là. C'était pénible. Puis je pense qu'ils m'ont, vers la dernière loop, je pense qu'ils fermaient le trajet ou quelque chose comme ça, et puis ils m'ont fait faire une autre loop. Fait que je suis devenu ultra-marathonien cette journée-là. Je pense que j'ai fait 45 km à la place de 42. Mais bon, c'est toujours des épreuves mentales. Je pense que quand que, quand que la course est mal organisée, right, t'as tes démons qui ressortent. Ah, c'est de leur faute, ils sont ci, ils sont ça, mais en bout de ligne, c'est juste plus de patience. Donc, merci, Émeric, pour le podcast aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à toi? Le mieux, c'est LinkedIn, Emeric Frémont sur LinkedIn. Et puis vous pouvez aller checker Dialecta aussi. Et mon nom est Charles Cormier. Je suis le host de founderwisdompodcast.com ou CEO wisdompodcast.com.